bonjour. Nous sommes le samedi 6 février. Alors, le samedi 6 février 2021. Alors, il s'agit de la série numéro 4 et de l'exercice, ça doit être numéro 5. C'est l'ultime exercice de l'ultime série. Alors, circuit RLC monté en parallèle. Et là aussi, on va s'intéresser au régime permanent. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous intéresser au régime transitoire, mais plutôt au régime permanent, c'est-à-dire le régime vers lequel le circuit va évoluer au bout de quelques périodes. Alors, soit le montage en parallèle d'une résistance R, d'une bobine de coefficient d'auto-inductance L et d'un condensateur de capacité C, et d'un générateur délivrant une tension sinusoïdale V de T égale à Vm sinus oméga T. Donc vous avez le montage suivant. Vous avez le générateur, il est en parallèle avec la résistance, qui est en parallèle avec la bobine, qui est en parallèle avec le condensateur. Ok? Alors, le condensateur, il a une capacité C. La bobine, elle a un coefficient d'auto-inductance L. Et bien entendu, la résistance, elle a une valeur R. Le GBF, ok? Le GBF ou bien le générateur petits signaux, il délivre une tension V de T. D'accord? Alors, d'après les données de l'exercice, nous avons V de T, elle est égale à Vm sinus oméga T, donc Vm c'est la valeur maximale du signal délivré par le GBF, et oméga étant la pulsation du signal délivré par le GBF. Donc ici, la maille, elle va répondre, elle est excitée, elle va répondre, et la réponse de, j'ai dit la maille, en réalité c'est un circuit, ce n'est pas une maille. Il y a 3 mailles. Okay? Donc la réponse du circuit, je vais la décrire, je vais l'exprimer sous la forme d'un courant I de T. Et la réponse du circuit, du montage en parallèle de R, L, C, ça va être IM sinus oméga T, on va dire moins phi. Ok? Alors, regardez ici, j'ai là un premier nœud et ici j'ai un deuxième nœud. D'accord? Alors ici j'ai IR de T,
Ici, j'ai IL de T. Et le courant dans cette branche, c'est IC de T. Donc en regardant bien le circuit, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que V de T, c'est-à-dire la différence de potentiel aux bornes du générateur basse fréquence, elle est égale à la différence de potentiel aux bornes de la résistance. C'est la même, c'est-à-dire c'est la tension aux bornes de la bobine et c'est la tension aux bornes de la capacité. Donc je peux dire que, quel que soit T, V de T, elle est égale à VR de T, elle est égale à VL de T, elle est égale à VC de T. C'est évident. Et je peux dire aussi que, ici je m'excuse, j'ai dit que j'ai plusieurs nœuds, en réalité j'ai un seul nœud. Ce nœud-là, c'est le même que celui-là. D'accord? Donc c'est le même nœud. Donc je peux écrire la loi des nœuds. Donc tout ceci, c'est... Faites bien attention. Le schéma, il paraît éclaté, mais en réalité, ce nœud, c'est ce nœud. Je vais le mettre ici, donc, même nœud. Alors, la loi des nœuds, c'est-à-dire la deuxième loi de Kirchhoff. Ici, j'ai appliqué la première loi de Kirchhoff, la loi des mailles. Maintenant, je vais appliquer la deuxième loi de Kirchhoff, c'est-à-dire, je vais avoir I de T, il est égal à IR de T plus IL de T plus IC de T. D'accord? Bien. Alors, la première question. Exprimer l'admittance équivalente du montage RLC en parallèle. Alors, je vous renvoie vers votre cours. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On a dit que Z, c'est égal à l'impédance. Donc, lorsque je suis en régime alternatif sinusoïdal, un dipôle, je le caractérise par son impédance qui est égale à sa résistance plus J fois sa réactance. Et j'ai dit que l'impédance, c'est l'inverse de l'admittance. Alors, Y, elle est égale à, c'est l'admittance. Et j'ai dit que l'admittance Y n'est autre que l'inverse de l'impédance. D'accord? L'impédance, c'est R plus J fois X. Alors l'admittance, ça va être, c'est 1 sur la résistance, c'est-à-dire c'est la conductance plus J fois une quantité que je vais appeler la susceptance. D'accord? Et 1 sur R n'est autre que la conductance. Donc l'admittance, c'est la conductance plus J fois la susceptance. L'impédance, c'est la résistance plus J fois la réactance. Donc toutes ces définitions ont été données dans le cours. Alors, pour le dipôle R parallèle à N parallèle à C, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je peux dire que Y équivalente, elle est égale à 1 sur Z équivalente, elle est égale à 1 sur ZR
plus 1 sur ZC plus 1 sur ZL plus 1 sur ZC. J'ai dit que le montage en parallèle des dipôles en régime alternatif sinusoïdal obéit à la même règle, à la même loi que le montage en parallèle de résistance en régime continu. C'est la même loi. D'accord? Alors, 1 sur R, c'est 1 sur ZR, c'est 1 sur R. Plus ZL, c'est JL oméga. Donc, plus 1 sur JL oméga. Plus 1 sur ZC. ZC, c'est 1 sur JC oméga. Donc, l'inverse de 1 sur JC oméga n'est autre que JC oméga. Donc, l'admittance équivalente, elle est égale à 1 sur R plus J facteur de C oméga moins 1 sur L oméga. D'accord? Et ce terme, c'est la conductance. Ça, vous le savez, la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Et ce terme, c'est la susceptance. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question. Alors la deuxième question. On me demande de représenter les grandeurs sinusoïdales par leur expression complexe. D'accord? Puis, déterminer le courant maximal IM ainsi que le retard de phase, phi du courant par rapport à la tension dans le circuit. C'est-à-dire, on me demande de déterminer ou bien d'exprimer la réponse du circuit. Et j'ai dit la réponse, c'est I de T. Donc, résolution par la méthode je dirais complexe. Alors, par la méthode complexe, on a vu dans le cours que pour chaque grandeur sinusoïdale, je vais associer une grandeur complexe. Donc ça c'est classique, vous savez comment je dois procéder. Donc vous avez V de T, elle est égale à Vm sinus oméga T. Je vais lui associer une grandeur complexe qui n'est autre que Vm exponentielle J oméga T. La réponse du circuit I de T, elle est égale à Im sinus oméga T retardé par une phase phi. D'accord? Alors, je vais lui associer une grandeur complexe IM exponentielle J oméga T exponentielle moins J phi. D'accord? Alors, j'aurai besoin de quoi? VR de T, VL de T, VC de T, c'est V de T. Donc, je suis tranquille, pas besoin de les représenter en grandeur complexe, c'est ça. Par contre, j'ai besoin, pour appliquer la deuxième loi de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi des nœuds, je vais avoir besoin de IR de T, IL de T et IC de T. Alors, IR de T. Alors, je vais lui associer une grandeur complexe. Ça va être IR. C'est V de T sur R. Donc, c'est Vm sur R exponentielle J oméga T. OK? IL de T.
je vais lui associer une grandeur complexe. Ça va être, c'est VL de T sur ZL. Donc c'est VL de T, I de T, n'est autre que, regardez ici, IR de T, c'est VR de T sur R. IL de T, c'est VL de T sur ZL. Or, VL de T, c'est VR de T, c'est V de T. Donc, c'est VM sur JL oméga exponentielle J oméga T. OK? IC de T n'est autre que VC de T sur ZC. Je vais lui associer une grandeur complexe. C'est VM divisé par 1 sur JC oméga. Donc ça va être JC oméga VM exponentielle J oméga T. OK? Bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appliquer la loi des nœuds. Donc, appliquons la deuxième loi de Kirchhoff. C'est-à-dire loi des nœuds. Nous allons appliquer la loi des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la loi des nœuds? Quel que soit T, I de T, autrement dit la réponse du montage en parallèle de la résistance, de la bobine et de la capacité. Quel que soit T, I de T, elle est égale à IR de T plus IL de T plus IC de T. Alors, I de T, c'est quoi? I de T, c'est ça. C'est cette expression. IR de T, c'est cette expression. Ça, c'est VL de T. C'est plutôt IL de T. IL de T. Et ça, c'est IC de T. C'est-à-dire, je vais avoir IM exponentielle J oméga T exponentielle moins J phi égale à IR VM exponentielle J oméga T sur R. Donc, je vais factoriser VM exponentielle J oméga T. Donc, ça va être 1 sur R plus J facteur de C oméga moins 1 sur R oméga. Je ferme la parenthèse, je ferme la colonne. VM exponentielle J oméga T. D'accord? J'ai une écriture sous la forme un courant I ou bien un courant en représentation complexe, d'accord, qui est égal à une quantité qui n'est autre que l'admittance du circuit RLC monté en parallèle. Donc, Y
équivalente. C'est une sorte de loi d'Ohm pour le courant alternatif. D'accord? Et cette expression, elle est exprimée dans C. D'accord? C'est une expression dans C. Alors, elle va me donner deux équations dans R. Alors, j'ai un complexe qui est égal à un complexe. Donc, comme je vous ai déjà dit dans la séance avant les vacances, ça veut dire que soit la partie réelle égale à la partie réelle à droite égale à partie réelle à gauche, partie imaginaire à droite égale à partie imaginaire à gauche, ou bien module à droite égale module à gauche, argument à droite égale à argument à gauche. Donc, je choisis la deuxième interprétation. Alors, module à gauche égale module à droite. Bien. Alors, module à gauche égale à module à droite, ce qui veut dire IM, le module de IM, c'est IM. Module de exponentielle J oméga T. Exponentielle J oméga T, je peux même simplifier cette expression. Regardez. J'ai exponentielle J oméga T ici. Et exponentielle J oméga T ici. Pourquoi? Parce que c'est une expression qui n'est pas identiquement nulle. Donc, je peux simplifier avec. Elle est nulle à des instants bien donnés, bien précis. Mais lorsque le temps s'écoule, cette expression exponentielle J oméga T qui est égale cosinus oméga T plus J sinus oméga T n'est pas identiquement nulle. Donc, qu'est-ce qui me reste? IM exponentielle moins J phi, 1 sur R plus JC oméga moins 1 sur R oméga, VR. Donc, le module à gauche, c'est module de IM fois module de exponentielle moins J phi, qui est égal à l'unité. L'unité égale. Alors, le module de l'admittance, c'est quoi? C'est 1 sur R carré plus C oméga moins 1 sur L oméga au carré avec une racine. Ça, c'est le module de l'admittance. Multiplié par le module de VM. C'est VM. Donc voilà la valeur maximale de la réponse. La valeur maximale du courant qui circule, qui est débité par le générateur. D'accord? Bien. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième conséquence. Alors la deuxième conséquence, c'est quoi? Argument à gauche égale à argument à droite. Alors, argument à gauche il est égal
à droite. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argument de IM, puisque IM est réel, son argument est nul. L'argument de exponentielle moins J-phi, c'est moins phi, égal. L'argument de l'admittance, c'est arc tangente de C oméga moins 1 sur N oméga, le tout sur R. Ok? Je vais mettre une parenthèse ici et un crochet. Ok? Plus l'argument de VM, c'est 0. Donc j'ai phi. Ça veut dire que phi n'est autre que l'opposé de l'arc tangente de C oméga moins 1 sur N oméga, le tout sur R. Voici le retard de phase de la réponse I par rapport à l'excitation V. Que je peux écrire sous la forme arc tangente de 1 sur L oméga moins C oméga sur R. Alors on me demande dans la troisième question, retrouver les résultats précédents en utilisant la représentation de Fresnel. C'est-à-dire résolution du problème, détermination de la réponse I de t, c'est-à-dire de la valeur maximale IM et du retard de phase phi, par la méthode graphique dite de Fresnel. Bien. Alors, on a déjà vu que la résolution par la méthode graphique, c'est-à-dire par la résolution par la méthode de Fresnel, consiste à représenter chaque grandeur sinusoïdale par un vecteur dans le plan complexe. C'est-à-dire, je vais me placer dans le plan complexe. OK? Et puis, je vais représenter chaque grandeur sinusoïdale par un vecteur. Et quand je dis un vecteur dans le plan, pour représenter un vecteur dans le plan, il me faut deux choses. Il me faut son module et il me faut l'angle entre ce vecteur et l'axe des réels. Donc je vais avoir un plan complexe quelque part comme ça. Je vais essayer de faire un schéma présentable. Je m'applique, donc j'ai un axe vertical, un axe horizontal. Ici, c'est tous les points qui sont sur l'axe des réels sont des réels purs. Autrement dit, c'est des complexes dont la partie imaginaire est identiquement nulle. Et puis, j'ai ici sur l'axe des ordres